Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré à la finance responsable. Ce podcast fait partie du projet FOAF qui regroupe 8 alliances françaises du bassin méditerranéen. Et donc nous recevons aujourd'hui Guillaume Battard qui a commencé sa carrière en banque classique française en tant que conseiller pour les particuliers. Puis à l'international, tu as découvert le back-office dans des entreprises de paiement et des fintech. Tu pourras nous expliquer plus tard, avec des missions orientées chargebacks, fraude, onboarding, transaction monitoring. Et aujourd'hui, tu es directeur de lutte anti-blanchiment et anti-financement du terrorisme, ou MLRO en anglais, donc Money Laundering Reporting Officer. Exactement ça. Donc Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton métier ? Bien évidemment. Donc mon métier, c'est de définir les différentes règles que mon institution financière va suivre pour tout ce qui est l'onboarding des clients. Donc, faire rentrer les clients, décider lesquels on veut prendre comme clients et lesquels on ne veut pas prendre comme clients. Donc, quelles sont les règles qu'on va utiliser pour cet aspect-là. Ensuite, le transaction monitoring, c'est vérifier les transactions qui s'opèrent entre nos clients et des personnes extérieures ou entre deux de nos clients. Et donc, on surveille ces transactions pour s'assurer qu'il y a une vraie légitimité. Et donc, il y a tout un tas de process en place dont je suis responsable à la fin et que je surveille attentivement. Donc, je vérifie que mes équipes suivent tous les process tels qu'ils sont définis. Et par la suite, je suis ce qu'on appelle reporting officer. Donc, c'est moi qui reporte aux autorités si j'ai des suspicions de blanchiment, des suspicions de terrorisme, que je découvre une fraude parmi nos clients. C'est de mon devoir de contacter les autorités financières pour expliquer la situation, dire quelles mesures on met en place, si on a clôturé le compte, si on a des fonds bloqués à la disposition potentielle des autorités. Et tout ce travail-là, c'est quelque chose que je mène. Ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai ce rôle-là. Donc ça paraît un peu théorique quand on parle comme ça, mais concrètement, est-ce qu'il y a vraiment des fraudes et quels sont les types de fraudes auxquelles tu as été confronté ? Effectivement, il y a beaucoup de fraudes qui arrivent, il y en a même de plus en plus. Une des raisons, c'est que la plupart on parlait de fintech tout à l'heure, fintech, il y a le côté technologique et le côté qu'on ne se rend pas dans sa banque pour ouvrir un compte bancaire. On ouvre un compte bancaire à distance. Donc en ouvrant un compte bancaire à distance, on se sent plus safe. C'est un peu comme sur les réseaux sociaux. C'est plus facile de balancer un message hargneux comme un haters sur quelqu'un que d'être en face à face et de lui dire. De la même manière, les fraudeurs vont avoir plus de facilité à ouvrir un compte bancaire à distance sans rencontrer de personnes physiques en faisant une application en ligne très rapide. Donc il y a énormément de fraudes qui se passent à ce niveau-là. Et il y a aussi le fait que certaines personnes n'ont pas les connaissances technologiques, donc peuvent se faire avoir très rapidement. On parle récemment de crypto. Tout le monde ne sait pas exactement comment fonctionne la blockchain, quelles sont les choses à vérifier avant d'investir en crypto, quels sont les bons partenaires à suivre. Donc, il y a des personnes qui rentrent dans des scénarios d'arnaque et qui se retrouvent flouées très rapidement. Donc, ce n'est pas que de la théorie, il y a vraiment de la pratique et régulièrement, on stoppe des fraudeurs. Donc, des exemples de fraude ou des types de fraude qui reviennent régulièrement dans ton activité ? Les fraudeurs sont infatigables et imaginatifs. Ils ont plein d'idées. Je vais te donner un exemple. Tout ce qui est romance scam ou love scam, c'est des personnes qui vont aller sur des sites de rencontres et qui vont séduire quelqu'un à distance, se rendre déterminants dans leur vie, les manipuler pour les faire tomber amoureux à distance. Et ensuite, petit à petit, ils vont commencer à leur demander des petites sommes d'argent ou des petits services. Et petit à petit, ces sommes d'argent deviennent de plus en plus importantes. Et bien évidemment, c'est des personnes qui ne sont pas du tout amoureux des victimes, qui sont juste là pour les manipuler, essayer de prendre un maximum d'argent. Et ça fonctionne. Le Nigeria est très très fort. Il y a des milliers et des milliers, ça s'appelle des brouteurs,
qui sont en capacité de draguer des vingtaines ou des vingtaines et des vingtaines de victimes. C'est impressionnant leur mode opératoire. On peut parler d'autres cas. Vu qu'on est à Malte, il y a un cas qui revient assez souvent, c'est les advance fee scams. Advance fee scam, c'est tu avances une somme d'argent en espérant un service ou un produit. Donc, notamment dans l'immobilier, c'est ça? Notamment dans l'immobilier, exactement. Par exemple, un dépôt de caution. En ce moment, à Malte, il y a plein de jeunes qui viennent faire des stages linguistiques ou qui viennent faire un stage pendant l'été ou pour passer des vacances. Et ils cherchent une chambre en colocation, ils cherchent une solution pour se loger. Et des fraudeurs leur proposent un logement et leur disent le premier qui paye la caution aura le logement. Sauf que on paye la caution et quand on arrive à Malte, cette personne-là ne répond plus. Le logement n'existe pas, le nom qu'il a donné est faux, l'argent est arrivé sur les comptes bancaires, ça a été envoyé à plein d'endroits différents et tout est parti. Donc ce type de fraude, ça se développe de plus en plus à Malte ou en général ou c'est ce que tu observes C'est partout. On a pris l'exemple de l'immobilier, mais ça peut exister dans plein d'autres domaines. Ça peut être sur les sites de vente comme le Bon Coin, où tu vends une voiture, tu vends quelque chose. Donc tu vas essayer de prendre, le fraudeur va essayer de prendre un deposit, un premier paiement, et ensuite ne va rien fournir en échange. Ça existe dans le domaine des prêts bancaires. Qui ne veut pas avoir un prêt pour faire plein de projets, et il y a des gens qui proposent des prêts bancaires à des taux très bas, des montants faramineux, même à des gens qui sont déjà surendettés, et il faut juste payer les frais de dossier. Les gens payent les frais de dossier et bien sûr ne reçoivent jamais leur prêt bancaire parce que c'est une arnaque. Et c'est exactement le genre de choses qui arrivent. On peut parler sextortion. Sextortion, c'est le fait de manipuler quelqu'un après avoir soit des vidéos de lui compromettantes ou des photos. Et ça peut aller loin. Donc on les invite à une conversation en webcam et puis on enregistre, quoi. Exactement. Il y a des gens qui se rencontrent, qui font des webcams et qui sont enregistrés à leur insu. Et en fait, le but de la relation webcam qu'ils ont eue, c'était uniquement d'avoir une vidéo compromettante pour pouvoir leur extorquer de l'argent par la suite. C'est pas très beau, mais ça existe. Et en tant qu'organisme financier, quand on voit des transferts d'argent qui arrivent sur des comptes, c'est des choses qu'il faut qu'on détecte. S'il n'y a pas de vraies raisons, si les montants sont conséquents, si les sommes qui arrivent sont dépensées immédiatement, sont retransférées. Normalement, quand tu reçois ton compte, un virement sur ton compte, un salaire ou un revenu, tu le dépenses petit à petit avec des courses du quotidien, avec un restaurant, avec de l'essence, avec des dépenses normales. Si tu reçois une somme d'argent importante et qu'elle repart immédiatement, les banques vont commencer à questionner ton activité. Pourquoi tu as fait ça? D'où vient l'argent? Où part l'argent? Quelle est la logique qu'il y a derrière? Parfois, il y a des logiques. Ça peut être des transferts pour changer des devises. Ça peut être peut y avoir des banques qui facturent des frais sur les transferts. Donc, tu préfères transférer dans une banque et après retransférer parce que les frais sont moindres dans une banque. Il peut y avoir des logiques qui s'expliquent, mais il peut y avoir aussi des choses qui ne s'expliquent pas. Et quand ça ne s'explique pas, il y a suspicion. S'il y a suspicion, le directeur de la lutte anti-blanchiment est informé et peut reporter aux autorités pour aller plus loin par la suite. Et comment ça se passe? Alors, la victime prévient l'établissement ou porte plainte, va au commissariat, dépose plainte, et puis après prévient l'établissement sur un fait de sextortion ou un autre type d'arnaque. Comment ça se procède, en fait? Alors, très souvent, les victimes, quand elles sont en difficulté, elles ont deux solutions. Elles peuvent soit se tourner vers la justice, donc la police, pour entamer une démarche, et la police va leur dire contactez votre banque. Il y a quelque chose qui s'appelle faire un SEPA recall, c'est essayer de rattraper le virement bancaire qu'on a effectué. Très souvent, si les fonds ne sont plus disponibles, on ne peut pas être remboursé, mais c'est possible que la banque ait détecté cette transaction, l'ait bloquée, et que les fonds sont encore disponibles. Ça arrive rarement parce que les fraudeurs sont rapides, parce qu'il y a des milliers de transactions dans les banques et que
quand on est rapide, ça peut passer à travers les mailles du filet, mais c'est quelque chose qui est encouragé à faire. En tout cas, la banque, quand elle reçoit un rappel de virement, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va vérifier l'activité globale du compte, vérifier qui est cette personne, vérifier si les transactions sont en lien avec ce que la personne a déclaré au départ sur la nature de la relation qu'elle va avoir avec la banque. Par exemple, si je déclare que ce compte-là va servir pour faire de l'immobilier et que je reçois une fois par mois un versement d'un locataire, ça paraît tout à fait logique. Si tous les mois c'est un locataire différent, ça peut être logique si c'est du Airbnb. Si les montants diffèrent, que les sommes sont trop importantes par rapport à ce que je connais de mon client, bien évidemment, on va le contacter et on va lui demander des explications. Il a des explications valables, très bien. Il a des explications non valables ou il a des difficultés à fournir des explications. Je vais en être informé, ou la personne qui est directeur de la lutte anti-blanchiment en est informée et contacte les autorités selon la gravité. Oui, puis là, il y a l'enquête qui commence à... Exactement. En fait, les autorités financières, donc à Malte, ça s'appelle la FIU, ils reçoivent tous les rapports de toutes les institutions financières. Ils peuvent les croiser. S'il y a 10 banques qui se plaignent de la même personne, forcément, ils vont commencer à enquêter davantage sur ce cas-là. Et si les sommes sont conséquentes, si la nature des opérations suspectées est gravissime, ils ont leur logiciel de prioritisation. Ils vont décider quels sont les cas qui doivent traiter en priorité, bien évidemment. Et quelles sont les relations entre l'entreprise avec laquelle tu travailles et les autorités maltaises? Je suppose qu'il y a une relation assez étroite, ou les organes de lutte antifraude. Est-ce que vous travaillez de façon très coordonnée? Vous parlez tous les jours? Comment ça se passe? Alors, les institutions financières ont une licence qui est fournie à Malte par la MFSA. Et pour maintenir cette licence, il faut respecter tout un tas de règles. Il y a des audits qui peuvent être faits parfois, donc des personnes de la MFSA qui viennent pour vérifier sur place exactement ce qui est mené. Donc pour conserver cette licence, faut bien faire son métier. Et après, dans les relations, c'est plus quand on détecte quelque chose, on le reporte directement à ces institutions. Et eux aussi, parfois, mènent des enquêtes. Tiens, on a découvert qu'il y a telle personne qui a des comptes dans telle banque. Et je voudrais savoir s'il a des comptes bancaires aussi dans les autres banques maltaises. Donc, pour avoir une vue d'ensemble et pas uniquement une vue partielle sur un seul compte bancaire, on aimerait que toutes les institutions financières nous disent « Avez-vous des informations sur monsieur un tel ?» Et donc, on doit répondre très rapidement en disant « Non, je n'ai aucune information » ou « Oui, j'ai cette personne dans mes clients. Et puisque j'ai cette personne dans mes clients, je vais vous fournir à quelle date il est rentré dans notre banque, quels sont les transferts qu'il fait, toutes les informations qui sont demandées par les autorités. Il y a une transparence à ce niveau-là. D'accord. Et si on revient sur ton parcours professionnel, comment tu as été amené, parce que finalement tu as commencé comme conseiller dans une banque traditionnelle, comment tu es arrivé à la lutte anti-fraude, anti-blanchiment? Est-ce que c'est des convictions personnelles? Est-ce que c'est une fibre, que tu avais une fibre éthique que tu avais en toi ou, Je comprends. J'ai commencé effectivement à la caisse d'épargne, donc conseiller particulier avec des étapes au guichet. J'ai adoré cette période, mais je me suis rendu compte que j'étais plus technicien que commercial. Je préfère devenir un expert d'un secteur plutôt que la relation commerciale, qui est quelque chose qui ne se termine jamais et qui est aussi face à face avec les clients. Et parfois, il faut savoir garder son calme parce que la banque, on n'a pas toujours le bon rôle. Quand j'ai découvert ce qu'on appelle le back-office, c'est plus quand on est en relation directe avec les clients, mais quand on travaille sur des cas spécifiques. J'ai beaucoup apprécié ce domaine-là. J'ai commencé, comme tu le disais dans l'introduction, sur les chargebacks. Chargeback, c'est toutes les opérations payées par carte bancaire où le payeur cherche à se faire rembourser. On parlait de l'immobilier, tu réserves un Airbnb en espérant avoir une superbe villa, tu arrives, c'est une pauvre cabane,
ou alors tu attendais à avoir vue sur la mer. En fait, tu n'as pas vue sur la mer. Il te faut une longue vue pour entreapercevoir un petit bout de mer. Donc là, on appelle la banque et on dit chargeback. Il y a certains cas dans lesquels tu peux te faire rembourser. L'exemple que je prenais, c'est le service is not as described. Donc le produit ou le service que tu achètes n'est pas tel que tu l'envisageais. Ça arrive beaucoup sur les paiements en ligne. Il peut y avoir des chargebacks par rapport à de la fraude. C'est déjà arrivé à pas mal de personnes, et ça m'est arrivé aussi, de voir des débits sur mon compte sans savoir ce que c'était. La provenance, ouais. Sans savoir. Donc, tu contactes ta banque et tu dis je voudrais être remboursé de cette transaction parce que c'est pas moi qui les ai fait, mes coordonnées de carte bancaire ont été volées, je sais pas. Donc il y a ce cas-là, et il y a d'autres cas plus techniques qui peuvent arriver. Par exemple, une transaction est procédée plusieurs fois. Parfois il y a des abonnements qui sont résiliés, mais on continue à prélever sur la carte. Il y a plein de situations, et donc chaque partie, le détenteur de carte et le marchand, ont le droit de se disputer pour savoir qui va conserver les fonds. D'accord. Donc j'ai découvert cet aspect-là. Dans les chargebacks, il y a de la fraude. J'ai beaucoup aimé les chargebacks en lien avec la fraude. J'ai trouvé ça très intéressant. Et j'ai continué dans ce domaine-là. Et petit à petit, après, c'est comment tu détectes la fraude. Donc avec le transaction monitoring, et c'est des petits réflexes qui arrivent. C'est des petites, on appelle ça des red flags. Et c'est une sorte de logique que je pense avoir en moi, un petit peu d'enquêteur, et de détecter certains indices, des faisceaux d'indices, et de se dire, là, il y a une fraude, là, il y a quelque chose que je veux enquêter. Et si je suis convaincu qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est direction les autorités pour coopérer sur le cas. Donc tu as un côté un peu Sherlock Holmes. Exactement. Je me sens un petit peu de Sherlock Holmes dans l'âme. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu le blanchiment d'argent ? Comment ça marche, et parce que finalement il y a le côté lutte anti-fraude et lutte anti-blanchiment d'argent. Donc à Malte, je suppose qu'il y a pas mal de cas de blanchiment d'argent, même si on pourra en reparler. Malte a été retiré de la liste grise du GAFI, du groupe d'action financier. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce volet-là ? Donc le blanchiment d'argent, le concept, c'est de rendre légitime des fonds qui sont d'origine douteuse et illicite. Donc comment on fait pour rendre légitime des fonds qui viennent d'origine douteuse ? Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de faire rentrer cet argent dans le système financier. Par exemple, si ton problème, c'est tu as de l'argent de la drogue que tu as en cash, comment tu fais rentrer sur des comptes bancaires ? Parce que avoir du cash, tu peux le dépenser au quotidien, mais tu peux pas t'acheter une maison avec du cash. Tu peux pas t'acheter un bateau. Et c'est le but final des gens qui font du trafic de drogue, c'est d'avoir une vie normale et de pouvoir utiliser leur argent. Donc il faut le blanchir. Il faut le blanchir. Le blanchir, première étape, le faire rentrer dans le système financier. Exemple très simple, tu fais un partenariat illégal avec un kebab et le kebab fait rentrer 2000 € par jour, toi tu rajoutes 500 € par jour d'argent sale. L'argent est mélangé. Faire la différence entre 2000 et 2500 €, c'est pas énorme, mais 500 € quotidiennement, ça te permet de blanchir une somme. Tu multiplies ça par différents kebabs, différents restaurants, différents magasins qui utilisent du cash, et ça peut te permettre de blanchir de l'argent. Donc les business qui deal avec du cash sont très, très surveillés. Tu as des exemples de... Je ne sais pas si on peut en parler. Mais... On peut en parler. J'ai une connaissance qui a ouvert un magasin de vin sur Malte. Et donc commerce de détail classique. Donc ça brasse beaucoup de cash. Mais il peut être payé... Enfin, il pensait pouvoir être payé en cash. Et aucune banque maltaise ne l'a suivi. Alors c'est aussi un cas particulier parce qu'il est arrivé au moment où Malte, comme tu le disais, a été sur la liste grise. Et pendant cette période-là, Malte a vraiment décidé de se focaliser sur les clients qu'ils avaient déjà en portefeuille pour faire ce qu'on appelle du de-risking, pour essayer de sortir les clients qui sont déjà à risque, plutôt que de prendre de nouveaux clients qu'ils ne connaissent pas et qui sont toujours des cas particuliers, parce que là, c'est un Français qui veut ouvrir un compte bancaire à Malte.
Donc un cas suspicieux donc, pour les banques. Voilà, pour une banque, c'est un cas qui va poser question. C'est un cas qui va poser question. Ok. Et alors pourquoi on mentionne les termes comme LAB, FT ou AML, CFT? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc LAB, c'est pour lutte anti-blanchiment, et FT, c'est pour financement du terrorisme. Et AML, anti-money laundering, et CFT, counter financement of terrorism. C'est deux types d'opérations qui sont liées. C'est pour ça que dans les banques, c'est très connecté, parce que l'intention est la même. C'est de pouvoir opérer des transactions financières en restant sous les radars, idéalement en étant anonyme, très souvent en mettant en place des structures complexes avec différentes entreprises qui se transfèrent de l'argent les unes les autres. Et tout ça, mis bout à bout, le but, c'est d'exploiter les failles. Malgré tout, il y a une vraie différence entre le blanchiment et le financement du terrorisme. C'est que le financement du terrorisme, l'origine des fonds peut être tout à fait légale. Tu peux être boulanger, gagner ta vie en tant que boulanger, et décider de transmettre ton argent à Al-Qaïda pour des opérations terroristes. Donc, la différence majeure, c'est l'origine des fonds. Elle peut être propre. Par contre, c'est la destination des fonds qui est à surveiller. Et en termes de financement du terrorisme, à Malte, tu as affaire à des cas je sais pas, de particuliers qui finançaient des organisations terroristes? Il y a... Dans une ancienne banque, j'ai vu une opération de crowdfunding. Donc c'est quand quelqu'un présente un projet et cherche des financements. Et cette opération de crowdfunding avait des liens potentiellement, je ne suis pas enquêteur donc je n'ai pas vu le dossier, mais avait des liens potentiels avec des gens impliqués au niveau islamique dans des choses complexes. Ouais. Ouais, donc ça existe. Ça existe. En tout cas, les autorités ont été informées et sur les comptes où il y avait une somme d'argent très importante, la somme d'argent est restée bloquée pendant très longtemps. Donc l'enquête était en cours. On est, en tant que banquier aussi, enfin responsable d'une entité financière, on n'a pas les détails de l'enquête. On fournit les informations qu'on a, mais on n'a pas le retour. Si ça paraît dans la presse, oui, bien sûr, on va le savoir, mais on n'a pas on n'est pas policier, on n'est pas enquêteur, donc on n'a pas les détails concrets de l'enquête. D'accord. Et donc en fait, c'est juste des transferts à intercepter. Bien évidemment, oui. Au niveau du blanchiment, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs étapes. Donc il y a tout ce qui est introduction, et après il y a quelque chose qu'on appelle le layering. Layering, c'est faire transiter l'argent à travers tout un tas de sociétés, à travers tout un tas de pays, en changeant de forme, changement de devise, passant par des crypto-monnaies, transformer l'argent en or, le changer de pays, le faire fondre, le revendre. C'est tout un protocole. Donc oui, c'est intercepter des transactions, mais c'est aussi suivre potentiellement différentes étapes et avoir des indicateurs pour détecter ce qui peut être suspicieux. Et après, quand quelqu'un... On parlait, le but c'est d'acheter une maison, c'est d'acheter un bateau, c'est d'acheter des véhicules de sport. Bah, faut aussi se poser la question, quand certains de mes clients achètent des objets de valeur, c'est de revérifier toute la chaîne qui a généré leur richesse. Donc on appelle ça source of wealth, c'est comment ta richesse a été constituée. Source of fund, c'est comment cette transaction tu la finances. Très souvent, les deux sont liés, mais ça peut être différent dans certains cas. D'accord. Et donc on parlait des crypto-monnaies. Est-ce que ça a complexifié un peu ton travail je sais pas, sur par exemple l'origine des fonds, le fait voilà, d'utiliser des crypto-monnaies dans le blanchiment d'argent? Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui? Très clairement, les crypto-monnaies, surtout au début, ont été un moyen pour des activités illicites et pour beaucoup de transferts d'argent de manière anonyme.
Donc anonyme, c'est qu'on veut cacher son identité. Encore aujourd'hui, les crypto-monnaies sont utilisées dans tout ce qui est high risk, quand on ne veut pas être identifié. Donc dans les jeux de casino, les jeux d'argent, très souvent, tu ne veux pas que ta banque soit au courant que tu aimes jouer au poker ou que tu aimes faire des paris sportifs, parce que le jour où tu voudras un prêt, ça peut poser question. Tout ce qui est en lien avec le adult content, tu n'as pas forcément envie que ça apparaisse très clairement sur tes relevés bancaires. Donc, utiliser la crypto-monnaie de manière anonyme pour ce type de service, c'est quelque chose qui est possible. Même s'il y a de plus en plus de contrôle, parce qu'on voit que les autorités financières de plein de pays, maintenant, autorisent les crypto-monnaies, ou je sais pas, je fais référence au Salvador, ou même les autorités financières américaines. On voit qu'il y a de plus en plus de contrôle. Donc, est-ce que c'est... Les crypto-monnaies, effectivement, sont de plus en plus contrôlées. Pour opérer un exchange, faut obtenir une licence auprès du pays dans lequel tu t'implantes. D'ailleurs, Malte est en avance sur le domaine. Ils ont en place quelque chose qui s'appelle MiCA, et qui est un petit peu plus poussé que ce que les lois européennes demandaient, notamment avec des tests informatiques plus poussés. MiCA, c'est un organe c'est le nom gouvernemental. C'est le nom de la loi. C'est une loi, d'accord. C'est le nom de la loi, et c'est sur les crypto assets, et MI, c'est sur... je bloque. K, c'est pour crypto assets, CA, et MI, c'est... Je sais plus. Bon, c'est pas grave. On va googler ça après. Exactement. Et alors, dans la vie de tous les jours, est-ce que ton métier impacte les particuliers ou les entrepreneurs? On sait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs à Malte, notamment. Donc, effectivement, quand quelqu'un vient créer son entreprise, très souvent, il a besoin d'une solution bancaire, donc d'un compte bancaire, d'un wallet. Et il y a toute cette étape de onboarding où on présente son entreprise, où on présente son parcours, où on présente l'origine des fonds qu'on apporte dans son entreprise. Et toute cette étape-là peut être très longue. Comme on disait, Malte a été sur la liste grise. Donc aujourd'hui, ils ne veulent plus faire les erreurs qu'il y a eu dans le passé. Donc ils sont plus pointilleux, plus orientés sur les détails. Et du coup, c'est quelque chose à savoir. Dans votre vie de tous les jours, c'est possible que votre banque vous contacte en vous disant quelle est l'origine de ce transfert sur votre compte. Est-ce que vous pouvez fournir des preuves? Est-ce que pourquoi vous transactez avec le Brésil? Je crois que tu as eu des problèmes. Avec le Brésil? Avec le Brésil, non? Des problèmes au niveau financier? Oui. Ou... non, pas forcément. Enfin, oui, j'ai travaillé au Brésil auparavant, mais j'ai pas eu forcément de problèmes avec les banques. Les banques, non? Non. Ok. Parce que parfois, les comptes bancaires peuvent être bloqués. On peut bloquer un compte bancaire si on n'a pas toutes les explications. Et non, je pense que tu fais référence à N26. N26, oui. C'est ça. Parce qu'effectivement, j'ai été bloqué de N26. Alors, je ne sais pas si c'est dû au Brésil. Oui, parce qu'on en avait parlé. J'avais un compte N26. Et puis, comme j'ai transité dans plusieurs pays, je l'avais créé en Espagne, je suis parti au Brésil, je suis revenu à Malte. Ils m'ont demandé trop de vérifications et puis j'ai jamais pu récupérer mon compte. Alors, c'est peut-être dû au Brésil, oui. Très certainement que la lutte anti-blanchiment ou les services lutte anti-blanchiment de ton compte N26 ont été scrutés ce que tu faisais. Ils ont vu différents pays. Ouais. Le Brésil, c'est Amérique du Sud, donc il y a potentiellement tous les trafics de drogue. L'Europe, c'est un énorme marché pour la consommation de drogue, donc tu étais sur différents marchés sur une courte période de temps. Très certainement qu'il y a eu des questions, ça a relevé des questions. Donc, ils t'ont demandé des documents peut-être trop complexes, mais c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours, même quand vous avez votre entreprise. Un conseil que je donne, c'est de ne pas avoir une seule banque, parce que si ta banque te bloque tes fonds, t'es complètement en difficulté. Tu peux plus payer tes fournisseurs, tu peux plus payer tes employés. Alors que si tu as divisé ton risque en ayant 2 ou 3 banques, ça te permet de pouvoir continuer et de pouvoir continuer à opérer. Et c'est des choses qui peuvent arriver, avoir des comptes suspendus pendant une période de temps
quand il y a des vérifications qui sont faites par un service anti-blanchiment. Alors quand on a une entreprise, c'est peut-être mieux d'avoir une banque traditionnelle qu'une banque en ligne. Je sais pas quel est ton avis, mais pour éviter justement ce type de risque de se faire bloquer. Je pense que les deux sont possibles et conciliables. Au niveau du service clientèle, au niveau du service clientèle, effectivement, avoir une banque dans laquelle tu peux te rendre, bah ça aide et ça rassure beaucoup de personnes. Mais une banque en ligne peut fonctionner très très bien, très souvent avec des frais moindres. Donc si tu veux diviser ton risque, bah, tu peux peut-être prendre une banque physique et une banque en ligne. D'accord. Et alors comment une banque décide qui est un bon client et qui n'est pas un bon client? Comment on fait ces deux catégories? Bah, ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas quand on est client, mais les banques appliquent des scorings sur tout un tas de critères. Donc on a une note comme Uber. Exactement. Vous avez une note. Et cette note, elle comprend tout un tas de paramètres. Dans les paramètres, c'est des informations sur toi, ton âge, ton niveau de revenu, l'activité pour laquelle tu travailles, le pays dans lequel, donc au niveau des risques géographiques, le pays dans lequel tu résides, ta nationalité, les marchés, quand tu as un business, les marchés dans lesquels tu opères. Est-ce que tu opères que sur l'Europe ou est-ce que tu opères en Chine, en Russie Forcément, les risques sont différents. Alors si on prend N26, je devais avoir un scoring très bas à cause du Brésil. Exactement. Je pense que ils ont détecté différents pays et le risque géographique a été impactant. Il y a encore d'autres critères qui sont utilisés, par exemple les relations que tu as avec ta banque. Donc les relations par la qualité des contacts que tu peux avoir avec ta banque. Quand ils sollicitent des documents, est-ce que tu les envoies tout de suite ou pas tout de suite? Ça peut être aussi un indicateur. On n'a pas obtenu de réponse ou ça a pris du temps. Ça reste un indicateur qui augmente ton score risque. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore dans ce risque? Tout ce qui est lié aux produits que tu utilises. Si tu fais des changements de devise, c'est malgré tout un critère de risque, plus que si tu as un livret A à la caisse d'épargne. Si tu fais des placements financiers de montants importants, si tu fais des prêts pour des sommes conséquentes, bah, ton niveau de risque est plus important que si tu as une opération quotidienne avec ton salaire que tu dépenses au fur et à mesure. Donc qu'est-ce que tu conseilles à un client lambda pour avoir un bon scoring? De ne pas faire trop de produits risqués sur son compte? Je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'être complètement transparent et de savoir que la banque va justement scruter tout un tas de critères, donc être prêt à fournir les différents éléments que la banque va solliciter. Il y a bien évidemment ta preuve d'adresse, tes preuves de revenus, si tu as de l'épargne que tu souhaites déplacer, être en capacité de fournir des preuves de cette épargne. Si tu as un patrimoine qui est déjà constitué, que tu puisses expliquer comment tu as constitué ce patrimoine. Par exemple, si j'ai 10 appartements qui me génèrent des revenus locatifs et que j'ai 25 ans, ok, la banque va se dire comment tu as réussi à avoir 10 appartements à 25 ans. Ça peut être un héritage. Il y a des questions. Si tu fournis une preuve d'héritage, ça peut être une donation, ça peut être tu as fait une super opération, tu as créé une entreprise que tu as revendue et tu as récupéré plusieurs millions et tu as tout de suite investi dans l'immobilier. Il y a des choses qui peuvent s'expliquer. Si les choses ne peuvent pas s'expliquer, c'est là que le Sherlock Holmes arrive et veut plus d'éléments, plus de détails, plus de précision pour lever les suspicions. Si les suspicions restent, c'est reporté aux autorités. Est-ce que tu dirais que les banques en général sont de plus en plus responsables, font de plus en plus de contrôles, peut-être embauchent de plus en plus de personnes qui, comme toi, luttent au quotidien contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme? Est-ce que tu trouves qu'il y a un mouvement de fond qui est entrepris par les banques en général? On est dans une situation où
on va toujours vers plus de compliance, plus de conformité, plus de transparence dans les transactions financières. Donc, du travail dans ce domaine-là, il y en a et il va y en avoir. Les crypto-monnaies. Et aussi, il y a le fait qu'il y ait plus d'acteurs. Avant, il y avait, si on prend l'exemple de la banque, quelques grosses banques, Caisse d'épargne, Société Générale, BNP, qui couvraient principalement le marché. Aujourd'hui, il y a des centaines de fintech, on en parlait, qui se créent avec un produit spécifique et qui transfèrent de l'argent, qui gèrent de l'argent de particuliers. Il y a des solutions d'investissement, il y a des solutions d'épargne, il y a toutes les plateformes de crypto-monnaies. Et tous ces organismes-là ont besoin de faire de la même manière de la conformité et de la compliance. Donc il y a énormément de travail et il y a des opportunités pour ceux qui veulent travailler dans ce domaine-là. Et oui, c'est une tendance de fond. De plus en plus, les amendes par rapport au blanchiment, les amendes par rapport au financement du terrorisme non détecté sont de plus en plus conséquentes. Donc les institutions financières ont tendance à investir plus dans ce domaine-là, plus en moyens humains et plus aussi en moyens technologiques. Et l'intelligence artificielle peut faire partie des solutions pour, vu que c'est énormément de data qui sont traitées, pour détecter des alertes très rapidement. Et avec du machine learning, si les alertes détectées sont traitées comme non suffisantes pour être reportées ou pour avoir une suspicion, de se dire, on apprend de ces décisions pour aller chercher sur d'autres critères, pour aller plus loin. Et c'est en place. Aujourd'hui, il y a des outils vraiment fabuleux qui se développent dans ce domaine. Tu peux nous parler un peu des fintech, le rôle des fintech, à quoi ça sert, pourquoi ça existe? Fintech, c'est l'abréviation de Financial and Technology. Et il y a de plus en plus, aujourd'hui, si on prend un téléphone, on a tous dans nos téléphones des applications qui sont financières. Donc on peut catégoriser dans la catégorie fintech. Il y a Revolut qui est très connu, qui fonctionne extrêmement bien à Malte. Il y a Lydia en France. Auparavant, il y avait PayPal. Toutes ces institutions financières fournissent des services qui peuvent être parfois meilleurs, parfois différents de ce que proposent les banques. Et surtout, l'interaction d'avoir toujours son téléphone, presque tout le temps son téléphone, permet une utilisation plus rapide, plus quotidienne. Et donc, dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent sur des services en particulier. Mais je peux penser aussi qu'il y a une entreprise qui s'appelle Brix en France, qui fait de l'investissement à partir de 10 €. L'investissement en immobilier. Donc, oui. Donc c'est un dépôt de 10 €? C'est un projet immobilier de 500 000 € va être découpé en tranches de 10 € et tu peux acheter autant de tranches que tu veux de ce projet-là. Et tu seras rémunéré sur les locations qui est faite par ce bien en fonction du nombre de parts de 10 €, nombre de briques. C'est leur image, c'est que c'est des briques qui construisent l'appartement. Tu peux donc avoir des revenus immobiliers à partir de 10 €. Et donc c'est pour démocratiser un peu l'acquisition immobilière, parce qu'on sait que c'est toujours compliqué de faire des prêts. C'est une super option, parce que pour ceux qui cherchent des fonds, c'est un moyen d'obtenir des fonds sans passer par une banque classique. Parfois, ça peut être difficile de se faire financer sur la situation. Et c'est aussi une solution pour des investisseurs qui n'ont pas les moyens d'acheter un appartement entier, mais mettre 50 € pour avoir 5 parts et recevoir, forcément avec 50 €, tu vas pas devenir extrêmement riche tout de suite, mais tu vas avoir un pourcentage des revenus d'un appartement et ça te fait goûter à l'investissement. Et je pense que c'est quelque chose qui va se développer énormément avec les fintechs. Il y a une sorte de gamification qui est faite sur les applications, qui fait que tu peux suivre les revenus de différents investissements. Dans les actions, ça se fait beaucoup. Aux États-Unis, il y a une application qui s'appelle Robinhood, qui fait de l'investissement immobilier. Et quand tu regardes l'application, ça ressemble quasiment à un jeu vidéo en fonction des graphiques. Et donc c'est quelque chose qui va aller, à mon avis, et qui va continuer.
Parce que il y a un intérêt du grand public sur il y a un intérêt du grand sur public. les investissements, les fintech. Et les jeunes qui arrivent à 18 ans, ils sont nés avec ça. Et ils vont prendre possession de ces solutions très rapidement. Est-ce que les banques classiques ont du souci à se faire? Parce que ça fait des années qu'on dit que justement les banques en ligne grignotent petit à petit les parts de marché. Et on voit qu'elles résistent. Donc, ou qu'elles créent elles-mêmes une fintech. Puis, qu'elles créent elles-mêmes ou qu'elles achètent une fintech. C'est quoi l'avenir finalement des fintech? J'aimerais savoir parce que j'ai des actions BNP par exemple. Et c'est une question difficile. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore largement de très très belles années pour les banques. Même si c'est grignoté de manière vraiment partielle. Ça reste petit. L'investissement dont je te parlais, je pense qu'il y a très très peu en pourcentage de personnes qui sont au courant de ce type de financement. Les crypto-monnaies, je pense que la proportion de la population qui a vraiment conscience et qui est vraiment en capacité d'investir dans les crypto-monnaies, ça doit être même pas de l'ordre de 10% aujourd'hui. Mais sur les nouvelles générations qui arrivent, qui diront les crypto-monnaies, ça existe depuis 20 ans, 30 ans, dans quelques années, elles n'auront pas ce sentiment que c'est quelque chose de nouveau ou complexe. Parce qu'ils seront aussi risqué. Aussi risqué, parce qu'ils seront nés avec. Parfois, je prends l'exemple des jeux vidéo. Quand les jeux vidéo ont commencé dans les années 70, c'était vraiment marginal. C'était quelques personnes qui suivaient ça. 60 ans plus tard, 55 ans plus tard, ça représente des milliards et des sociétés comme EA Sports, Activision, Ubisoft, c'est colossal. C'est colossal, les revenus. Donc, ça prend du temps. Tout changement prend du temps. Je pense que les banques en sont conscientes. Les banques ont énormément de ressources et je pense qu'elles peuvent s'adapter et suivre les projets et voire acheter des projets en fonction de ce qui les intéresse. D'accord. Bon, merci Guillaume, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. Merci beaucoup pour ta participation. Et moi, je vous donne rendez-vous le 11 juillet pour le début du kit de français professionnel sur la finance, donc le 11 juillet à 18h. Merci. Merci.